Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Madame Chaban, je suis présidente de l'association La Maison Arbaudis. Voici la vice-présidente, Madame Baron. Donc, avant toute chose, merci d'être là aussi nombreux ce matin, un samedi matin, à une période où on est censé faire les courses de Noël. Donc, merci de vous être déplacés. Ce n'est pas une information négligeable. Donc, aujourd'hui, c'est une conférence axée sur le thème du haut potentiel. C'est un thème qui nous tient très particulièrement à cœur au sein de l'association. C'est un thème qui est méconnu, avec un regard souvent biaisé. Donc, le but de cette conférence est aussi de démystifier les choses, d'avoir une information la plus probante et la plus complète possible. Nous tenons à remercier l'ensemble de nos invités qui sont juste devant. Nous tenons à remercier Madame Dunet, donc, élue en charge de la santé à la ville de Grand-Quevilly, qui a fait le déplacement aujourd'hui pour assister à cette conférence. Donc également les responsables des services de la ville de Rouen qui ont pris sur leur temps et qui sont venus aussi pour apprendre, comprendre et s'informer. Donc merci aussi de réserver un accueil vraiment très chaleureux à toutes ces personnes-là pour leur implication et puis leur investissement et, auprès des familles, auprès des enfants et auprès des personnes à haut potentiel. Donc vous avez le droit d'applaudir. Allez-y, ça fait quelques minutes. Nous remercions également Madame Grazini, administratrice des musées métropolitains, d'avoir fait le déplacement ce matin. C'est toujours voilà, intéressant et agréable de voir que des personnalités qui ont des fonctions importantes continuent à s'informer et à se former. Ainsi que Monsieur Tailleux. Merci Monsieur Tailleux d'être là. Monsieur Tailleux qui, lui, est directeur de l'action pédagogique et artistique au Conservatoire de musique de Rouen. Donc, c'est très intéressant aussi d'avoir vraiment un public divers et varié dans tous les domaines, aussi bien dans la culture, pour vraiment comprendre les choses. Nous avons la chance aussi de compter parmi nous aujourd'hui, au sein du public, au sein des invités, des fonctions de tous bords, des enseignants, des orthophonistes, des psychologues. Donc merci à tous de continuer à vous former, à apprendre, à essayer de comprendre, parce que c'est grâce à vous qu'on réussira à avoir une vision réelle des choses et qu'on pourra faire progresser la situation. Donc je vais passer la parole à notre chère vice-présidente qui va vous présenter très rapidement l'association. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être présents avec nous. Donc, quand on devient parent, nous n'avons pas de mode d'emploi, on est d'accord. Ce petit être vient bouleverser notre vie, ce petit être dépend entièrement de nous, et nous avons la conviction de vouloir le meilleur pour lui. Seulement à cet instant précis, on redevient un élève de la vie. On apprend à être parent. Parfois, ce chemin est fait de plein de petits cailloux et pour d'autres, les cailloux deviennent des rochers. Donc, l'association La Maison Arbaudis est née de la rencontre de petits cailloux et de ces rochers, de la parentalité. Elle est née de grands moments de solitude, de situations complexes, de parcours du combattant. Voilà, nous avons rencontré donc, des professionnels, nous avons rencontré des familles, des élus. L'association est née pour cette envie de mieux comprendre, mieux progresser, mieux faire les choses. Donc pourquoi Arbaudis? Alors le terme qui est souvent utilisé en effet c'est le haut potentiel. Nous en revanche c'est vrai qu'on c'était pas forcément l'intitulé qui nous allait le mieux. Pourquoi? Parce que y a cette notion de supériorité qui par rapport à notre vécu, on ne se reconnaissait pas.
Donc on est plutôt parti sur Arbo pour la pensée en arborescence ou divergente. Ça collait bien plus à notre vécu. Et 10 pour les troubles neurodéveloppementaux associés au potentiel. Nous avons plusieurs projets que nous souhaitons mettre en place, tels que la conférence d'aujourd'hui, mais nous avons aussi la chance de pouvoir collaborer avec la ville de Grand-Quevilly et de Rouen pour mettre en place des actions de sensibilisation donc, autour du haut potentiel et des troubles neurodéveloppementaux. Nous avons également amorcé une demande de collaboration avec les musées et les lieux d'exposition pour les rendre accessibles à tous. Mais le cœur de notre association, bien sûr, reste l'accompagnement des familles, des parents, des enfants, des personnes dans leur diversité. La première de nos actions est la mise en place de cafés des échanges à destination des parents, à destination des adultes, aussi à haut potentiel intellectuel. Cependant, comme pour toute association, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vos dons, nous avons besoin de vos adhésions pour que tous ces projets puissent être mis en œuvre. Voilà. Je vous souhaite un agréable moment. Alors, pour finir, et parce que je suis persuadée que vous n'êtes pas là pour nous écouter, en tout cas pas uniquement, je vais passer la parole au docteur Sadek Aouzir, psychiatre et président du collège médical du groupe hospitalier du territoire Cœur de Seine, qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'être le médiateur de cette conférence. Une très bonne conférence à tous. Bien. Bonjour, alors effectivement je vais avoir la lourde tâche d'être le maître du temps. Donc j'ai plusieurs missions. M'assurer que M. Gauthier, qui représente l'inspection d'académie, le rectorat, pardon, sortira vivant. Donc je compte sur vous. Et m'assurer que le docteur Radi ne soit pas trop long. Ensuite, vous aurez des questions. Nathan clôturera la matinée. Et donc, vous allez avoir beaucoup de questions. Il faudra qu'on arrive, normalement, on devait les passer par papier, mais je crois que ça va être impossible. Donc, il faudra qu'on essaye d'être pas trop de questions personnelles, je vous le dis à l'avance, et puis des questions plus d'ordre général auxquelles pourront répondre nos conférenciers. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vous passe la parole, Dr Radi. Donc, bonjour à tous. Moi, j'ai la lourde charge de parler des profils cliniques du haut potentiel. Sujet complexe, non consensuel. Donc, j'ai choisi, plutôt que de vous faire un listing du profil qu'on va quand même aborder à la fin, j'ai choisi d'aborder tout ce qui n'est pas consensuel, en fait, dans la définition du haut potentiel. Donc la première chose, c'est la dénomination, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, le terme de haut potentiel reste le terme qu'on utilise actuellement. Néanmoins, déjà on observe une différence très nette dans les dénominations en France et dans le monde anglo-saxon. On voit beaucoup de choses surdoué, précoce. Vous connaissez le terme d'enfant intellectuellement précoce, qui est plus un terme utilisé dans le monde de l'éducation nationale plutôt que dans le monde soignant. Ensuite, on a aussi les enfants sentinelles, et puis les zèbres, que vous connaissez bien du fait de la diffusion des associations. Les anglo-saxons considèrent plutôt le côté positif du potentiel. Donc les Québécois parlent de douance, et pour les Américains, les Anglais, et ben c'est une chance, c'est un cadeau, donc c'est gifté. Donc pour nous, on a plutôt envie de retenir le terme de développement à haut potentiel. C'est-à-dire qu'il y a des potentialités. Donc ça n'a rien de consensuel, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut aborder ce profil développemental. Je vais mettre un acronyme sur tout le long de mon diaporama parce que c'est long d'écrire haut potentiel, ça surcharge, donc ce sera HP. Alors, on aborde ce qui discute. Le haut potentiel, ce n'est pas un trouble du développement. Et ça,
Ça nous pose des difficultés parce qu'un trouble, c'est défini, ce sont des critères diagnostiques qui nous permettent de proposer des aménagements et d'avoir une vision officielle des choses. Donc, dans le vécu de la personne au potentiel, on peut considérer ça comme un trouble, mais d'un point de vue strictement médical, le haut potentiel ne rentre pas dans les troubles. Donc ça veut dire que les contraintes liées au haut potentiel sont difficiles à faire reconnaître, notamment tout ce qui est handicapant. Le haut potentiel, ce n'est pas un enfant plus intelligent que les autres. Bon, je parle plus d'enfants parce que je suis pédiatre, hein, donc je parle de ce que je connais. Le haut potentiel, ce n'est pas forcément un bon élève, ce n'est pas forcément un adulte qui réussit. Ce n'est pas une question de classe socio-économique. Ça, c'est très important. C'est un patrimoine génétique. C'est propre à chacun. Ensuite, bien évidemment, on va le voir après, l'environnement influence les compétences, mais ce n'est pas une question de classe socio-économique. Et contrairement à ce qu'on peut entendre aussi, quand on est au potentiel, on n'est pas forcément en échec scolaire. Mais on peut l'être. Alors, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas un trouble? On considère le haut potentiel comme une forme atypique du neurodéveloppement. Donc, on parle bien de neurodéveloppement. Là, on a des éléments scientifiques qui nous permettent de le confirmer, mais c'est atypique. Atypique, pourquoi? Parce que ce n'est pas fréquent. Donc, on ne voit pas très bien, mais ça, c'est la fameuse courbe de Gauss qu'on utilise dans la mesure du quotient intellectuel. Au potentiel, c'est 2% de la population, mais finalement, c'est aussi fréquent que le déficit intellectuel, 2%. Par contre, le déficit intellectuel, lui, il est défini comme un trouble développemental et il y a des conséquences pour la prise en charge du patient. Donc le potentiel est, vous le savez, mal connu, voire pas accepté. C'est un profil complexe, très très riche, d'expression variable dans le temps, c'est-à-dire que chacun manifeste ses potentialités en fonction de son vécu, en fonction de son histoire, en fonction de la situation sociale ou scolaire qu'il est en train de vivre. Le haut potentiel est à risque de présenter des troubles 10, et la difficulté, c'est qu'il a la capacité de compenser ces troubles, et donc ces troubles peuvent être extrêmement difficiles à diagnostiquer, ils peuvent être masqués. Et donc, comme vous l'avez compris, un sujet non consensuel. Donc, comment on diagnostique le haut potentiel en France? Et ça, c'est finalement le sujet de la discorde. Le diagnostic est posé sur les tests de Wechsler, qui est un test psychométrique qui permet de calculer un QI. Donc, on a différents tests en fonction de l'âge de l'enfant. Donc, on utilise la WIPSI-4 pour les enfants de 2 ans et demi, en gros à 7 ans et demi. Le WISC, dans la version 5, est sorti il y a un peu plus d'1 an, qui est plutôt celle à utiliser actuellement, si les psychologues l'ont à leur disposition, à partir de 6 ans et demi jusqu'à 16 ans, 11 mois. Et ensuite, à partir de 16 ans et pour l'adulte, la VALS. Ce sont des tests qui ont été créés initialement pour mesurer les compétences scolaires et académiques. Ça a été fait pour ça. Ça a été fait pour cibler les enfants qui allaient avoir un bon cursus scolaire. Donc c'est pour ça que ces tests ne peuvent pas être le reflet de l'intelligence, parce que l'intelligence est beaucoup plus complexe que des compétences strictement scolaires et académiques. Donc c'est pour ça qu'il nous arrive d'affirmer un diagnostic de haut potentiel avec des QI dans la moyenne, ce qui peut choquer. Ces tests ne sont donc pas le reflet des intelligences autres que les intelligences strictement scolaires qu'on va aborder un petit peu plus tard. Donc, il m'arrive de poser des diagnostics de haut potentiel alors que le psychologue dit dans sa conclusion le profil psychométrique n'est pas en faveur d'un haut potentiel. Ça pose des problèmes. Et puis, l'autre point, c'est que ces tests sont très sensibles à l'état de la personne,
à l'humeur, à l'anxiété, à la fatigue, à l'existence d'un trouble attentionnel associé, à l'existence de pathologies psychiatriques. Si je fais passer à chacun d'entre vous un whisky, donc Weiss, parce que vous êtes un petit peu plus âgé que le whisky, après une nuit blanche, on risque d'être en grande majorité déficients, tous. Donc j'exagère un petit peu, mais c'est important de tenir compte de ces critères-là dans l'interprétation. C'est pour ça que les chiffres seuls ne suffisent pas. Alors, quels autres tests? Malheureusement, nous n'avons aucun autre test étalonné. Donc, pour qu'on puisse utiliser en médecine un test qui permette de conclure et d'avoir une reproductibilité, il faut que ces tests soient étalonnés. Donc, il existe des tests qui sont réalisés par certaines équipes, mais on ne peut pas les utiliser pour, par exemple, des publications scientifiques à propos du haut potentiel. Donc, les tests que l'on connaît, ce sont des tests d'intuition et de créativité, des tests projectifs. On peut avoir aussi des bilans sensoriels. Et puis, il faudrait certainement en développer, de toute façon. Alors, finalement, comment pourrait-on décrire le haut potentiel? J'ai profité de cette conférence pour refaire un tour de la littérature, qui est finalement riche de publications qui contredisent l'existence du haut potentiel, riche de publications, au contraire, qui sont très, très, très spécialisées. Et finalement, on se rend compte que la question de l'intelligence, c'est quelque chose qui questionne depuis très, très longtemps. La mise en place des tests psychométriques a permis de mettre en avant les compétences de la personne, mais ça a toujours été un sujet de discorde et de réflexion, surtout de réflexion des chercheurs. Et il en découle un certain nombre de théories. Donc on est encore sur des théories, il n'y a rien de posé. Ce sont des théories qui finalement se croisent, mais expliquent le côté multifactoriel de l'intelligence. Donc la théorie historiquement admise, c'est la théorie psychométrique qui utilise les tests de Wechsler pour le diagnostic. Donc, selon la théorie psychométrique, au potentiel, c'est un QI total supérieur à 130. Sauf qu'un QI total, ce n'est pas le reflet d'intelligence. Donc, oui, pour des personnes qui ont un profil plutôt homogène, on peut l'utiliser. Mais lorsque le profil est dit hétérogène, on va le revoir après, c'est difficile à utiliser. Donc soit un QI total supérieur à 130, soit deux indices d'intelligence fluide, qui est l'intelligence spontanée non apprise, les connaissances non acquises, supérieures à 130. Alors, comme je vous l'ai dit, cette théorie-là, elle ne suffit pas à expliquer l'intelligence. On a deux autres types de théories, les théories systémiques et les théories développementales qui permettent de mieux aborder le haut potentiel dans sa globalité. Alors, avant d'aborder les théories systémiques et développementales, je vous présente assez rapidement la base du modèle psychométrique. En fait, c'est Carroll, qui est un psychologue américain, qui a fait une étude assez large de l'ensemble des publications scientifiques sur les résultats de QI. Il a récupéré à peu près 400 articles avec des résultats de QI. Il les a moulinés dans une machine statistique complexe et ça lui a permis de définir des strates, des niveaux cognitifs. Et ça, c'est la base de la compréhension de l'intelligence en général, pas seulement du haut potentiel. Donc, à la suite de ces études, il a donc, c'est assez petit, mais finalement l'idée c'est pas de lire ce qui est écrit, c'est de comprendre que l'intelligence, elle est faite de facteurs cognitifs très spécifiques, par exemple la qualité de l'écriture, la mémoire visuelle, l'orthographe. Donc, évidemment, comme ça part de tests cognitifs psychométriques, on parle de scolaire. Ça représente la première strate du fonctionnement de l'intelligence. Il y a 40 facteurs. Ensuite, on distingue un deuxième niveau, un deuxième strate, qui correspond à 8 facteurs plus généraux,
qui sont en fait les facteurs qui sont évalués dans le WISC. Et donc c'est là qu'on retrouve l'intelligence fluide, l'intelligence cristallisée, les capacités de mémoire, la perception visuelle, la perception auditive, la vitesse cognitive et la vitesse de traitement. Et le troisième niveau, qui est donc constitué de la coexistence de ces différents facteurs, c'est ce qu'on appelle le facteur G, ou facteur de Spearman, qui est finalement le reflet de l'intelligence globale. Voilà. Donc ce facteur G, maintenant dans le WISC 5, on peut le calculer sous la forme de ce qu'on appelle l'index d'aptitude générale. Il nous donne une meilleure information de l'intelligence fluide de la personne. Donc après ce modèle psychométrique, qui est celui qu'on utilise en France, il y a plusieurs théories systémiques. Je vais essayer de ne pas être trop longue dessus, mais je trouve que c'est intéressant de les connaître quand même. Il y en a d'autres, hein, mais ce n'est pas exhaustif. Mais j'ai mis plutôt celles qui me paraissaient les plus parlantes. La première théorie systémique, c'est le modèle de Renzulli, le modèle des 3 anneaux de Renzulli, qui lui considère que pour un individu, on a des aptitudes intellectuelles de toute façon supérieures à la moyenne. Donc ça veut dire qu'on est avec ce capital-là. Ça, ce sont des aptitudes qui sont stables dans la vie. Ces aptitudes coexistent avec un très fort niveau de créativité dans le domaine de compétences et avec une motivation, un engagement important. L'ensemble de ces 3 aptitudes coexistent au cours de la vie. On n'est pas toujours créatif et motivé dans son domaine, mais par certains moments, on peut être particulièrement engagé. Et ces aptitudes-là sont sous l'effet de l'environnement familial, social et scolaire. Donc finalement, ça veut dire que ça ne correspond pas seulement, c'est pas détaillé, mais ça ne correspond pas seulement aux aptitudes scolaires, ça peut être par exemple des aptitudes artistiques particulièrement développées, avec un investissement important. On prend l'exemple d'un adolescent qui se met à découvrir un instrument parce que spontanément il sent qu'il est capable de jouer à cet instrument, il va le surinvestir, apprendre, souvent de façon un peu autodidacte, et développer à la suite de ça des compétences particulièrement marquées dans ce domaine-là. C'est un exemple, c'est vrai aussi dans le domaine intellectuel, c'est vrai chez l'enfant et chez l'adulte. Donc ça, c'est un premier modèle. Le second modèle, c'est celui du modèle triarchique de Sternberg, qui lui a plutôt séparé les intelligences en intelligence analytique, qui est celle qu'on attend dans le cadre scolaire, intelligence créative et intelligence pratique. Et pour lui, l'intelligence, c'est le reflet, la coexistence de ces 3 compétences qui sont aussi variables dans la vie et en fonction du centre d'intérêt. Donc, quelqu'un qui a une appétence pour la musique va développer dans ce domaine-là. Quelqu'un qui a une appétence pour les mathématiques est capable de devenir un chercheur en mathématiques. La troisième théorie, c'est celle des intelligences multiples de Gardner, qui est très intéressante, parce que dans cette théorie-là, donc les intelligences multiples sont au nombre de 8, peut-être 9 même. Le principe de ce modèle, c'est de dire qu'on peut être haut potentiel sans être strictement intellectuel, mais on peut être un haut potentiel dans le domaine du sport. Donc un sportif de haut niveau, c'est un haut potentiel. Un musicien professionnel, voire l'oreille absolue, c'est un haut potentiel dans son domaine. C'est très intéressant parce que finalement, c'est plus le reflet de la société. Et les hauts potentiels dans la société ne sont pas tous des étudiants ou des intellos. C'est très important parce que c'est pas comme ça qu'on fonctionne, en tout cas dans les apprentissages scolaires. Et c'est typiquement ce type de définition et de théorie qui nous permettent de poser des diagnostics de haut potentiel tout en ayant des QI dans la moyenne.
Une autre théorie systémique, c'est celle de l'intelligence émotionnelle, qui, je trouve, reflète finalement, dans le monde adulte, les compétences d'un dirigeant. C'est-à-dire être potentiel dans le domaine émotionnel, c'est avoir une composante intrapersonnelle développée, c'est-à-dire des capacités d'introspection. Ça demande un minimum d'intelligence quand même. La composante interpersonnelle, c'est les capacités d'empathie, de compréhension d'autrui, l'habileté au changement, la gestion du stress, la gestion de l'humeur. Dans les périodes d'agitation sociale, ça peut être intéressant de regarder le profil émotionnel du dirigeant. Ça donne des infos. Voilà pour la théorie systémique. Alors là, je suis désolée, c'est un petit peu compliqué, mais l'idée, c'est de ne pas lire tous les petits textes. Simplement, la théorie développementale, donc on a parlé des théories systémiques, là, la théorie développementale, ce sont deux exemples, parce qu'il y en a encore d'autres. On va retenir celle de Gagné et de Munich, qui considèrent que l'intelligence, le haut potentiel, c'est l'existence d'habilités naturelles, donc vous voyez, qui évoluent dans la vie sous l'effet de l'environnement et de facteurs intrapersonnels, et sous l'effet de ces facteurs-là, vont permettre d'avoir de bonnes compétences ou de bonnes performances. La différence entre les deux modèles, c'est que pour Gagné, l'environnement et le facteur intrapersonnel sont catalyseurs, alors que pour Munich, ils sont plutôt modérateurs. Donc là, je vous ai parlé des théories de recherche développementale. En médecine, on a la chance d'avoir de l'imagerie. Malheureusement, les résultats restent un petit peu décevants, on a quand même quelques informations. Alors, ce que nous donne l'imagerie cérébrale, ce sont là aussi des théories. C'est-à-dire qu'on n'a pour l'instant pas de moyen de démontrer ce que l'on pense. Même si ça correspond à la clinique, même si ça correspond à ce qu'on voit chez les patients, pour l'instant, on ne peut rien démontrer. Donc chacun essaie de défendre son territoire. Donc en imagerie cérébrale, il y a trois théories. La théorie de l'efficience neuronale, la théorie de l'intégration fronto-pariétale et sur la diapositive d'après, la théorie développementale. Pour vous simplifier, la théorie de l'efficience neuronale, c'est en fait la capacité pour une personne à haut potentiel de raisonner très vite en consommant très peu d'énergie. Donc l'énergie du cerveau, c'est le glucose. On a des systèmes d'imagerie qui nous permettent de regarder la consommation du glucose par le cerveau. Et on s'est rendu compte que chez les personnes à haut potentiel, la région frontale qui est à l'avant, qui est la région qui nous permet de réfléchir, de décider, de planifier, la région temporale par ici et la région pariétale ici consomment très peu de glucose chez les personnes à haut potentiel, c'est-à-dire qu'ils sont capables de réfléchir très vite et très bien avec un minimum d'énergie. Et dans des activités très complexes, c'est essentiellement au niveau du cortex frontal, voilà. Ce qu'on appelle la tour de contrôle du cerveau. L'intégration fronto-pariétale, c'est la notion de coopération de certaines zones du cerveau. Donc là, l'avant et la région pariétale. Donc la région frontale, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la planification, la décision, l'élimination de l'information non pertinente. Et la région pariétale, c'est la région du langage. Donc chez les personnes à haut potentiel, il y a une très forte activité au sein d'un hémisphère, entre l'avant et le milieu, en gros, du cerveau, et aussi une très forte connexion entre les deux hémisphères via des faisceaux neurologiques qu'on sait reconnaître en IRM. Donc là, on a de vrais arguments scientifiques sur le fonctionnement du cerveau. La troisième théorie en imagerie cérébrale, c'est la théorie développementale. Donc il y a des études par IRM classiques qui ont été faites chez des enfants au fur et à mesure de leur évolution. Et on a vu chez ces enfants-là un développement beaucoup plus rapide du
du cortex, qu'on appelle la substance grise, de la myéline. La myéline, c'est la gaine qui entoure les neurones et qui permet la transmission de l'information. Plus la myéline est épaisse, plus la transmission est rapide. Donc chez ces enfants-là, la myéline est particulièrement présente. Enfin, il y a eu aussi des études chez des familles au potentiel et sur des jumeaux homozygotes. Les jumeaux homozygotes sont des jumeaux qui sont nés du même œuf, donc des clones. Donc c'est plus facile de les comparer. On a montré chez ces patients-là un corps calleux qui est beaucoup plus épais. Le corps calleux, ça permet de faire communiquer les deux hémisphères. Le noyau codé qui est un noyau central important. Et puis, une quantité beaucoup plus importante de substances grises et de substances blanches dans les lobes qu'on a vus tout à l'heure en IRM, par les dos temporaux et au niveau du cervelet aussi. Voilà pour l'imagerie. La neurophysiologie, on est un petit peu déçus. Les résultats de neurophysiologie ont pensé, par la réalisation d'électroencéphalogrammes, qu'on allait démontrer la pensée en arborescence. Malheureusement, non. Alors peut-être parce qu'on n'a pas encore des techniques très développées, et la pensée en arborescence fait l'objet de beaucoup de critiques, alors que cliniquement, on a quand même l'impression que ça existe. Mais on n'a aucun moyen de le prouver. Donc, la seule chose qu'on ait démontrée en électroencéphalogramme, c'est que chez les personnes hétérogènes, il y a peut-être une activation un peu plus importante de l'hémisphère droit. On a par contre des études intéressantes avec ce qu'on appelle les potentiels évoqués. Les potentiels évoqués, c'est la réponse neurologique du cerveau à une stimulation. Ce qu'on a vu, c'est que globalement, pour simplifier, chez les personnes à haut potentiel, la réponse est plus rapide et d'autant plus quand la tâche est compliquée. Ce qui correspond à la réalité du haut potentiel. Le potentiel s'ennuie quand c'est simple et super stimulé quand la tâche est complexe. Et ce qu'on connaît bien aussi, par contre, c'est la particularité du sommeil du haut potentiel. Ça, c'est l'équipe d'Olivier Revol à Lyon qui fait beaucoup d'études là-dessus. On a montré qu'il y a beaucoup plus de sommeil paradoxal chez l'enfant au potentiel et l'adulte aussi. Et le sommeil paradoxal, c'est le sommeil des apprentissages, c'est le sommeil pendant lequel le cerveau traite les informations, les trie et gère aussi les émotions de la journée. On a aussi, parce que ça, je l'ai mis parce que c'est extrêmement discuté en France, ça, ce sont les résultats d'auto-questionnaires. Les personnes, les enfants à haut potentiel décrivent beaucoup plus de problèmes d'insomnie grave et d'anxiété. Et on voit beaucoup de publications, donc surtout en ce moment, sur le fait que ce soit un mythe que les enfants au potentiel soient anxieux. C'est pas un mythe, c'est la réalité de l'enfant au potentiel. Et après, si chacun regarde par le petit bout de sa lorgnette, voilà. Donc c'est intéressant d'avoir des auto-questionnaires, puisque c'est l'enfant qui parle. Donc ça, ce sont les connaissances théoriques. J'étais chargée de vous parler des profils cliniques. Je vais vous décrire finalement, alors c'est un peu lourd parce que finalement c'est un listing et un profil clinique c'est pas un listing. Je ne peux que vous proposer des retours cliniques, c'est-à-dire que ce ne sont pas des démonstrations scientifiques, c'est pas un tableau médical. Mais je pense que vous reconnaîtrez les enfants au potentiel dans ces descriptions. Donc, dans le développement, des enfants à haut potentiel très tôt, dès la naissance, on remarque que ce sont des bébés curieux, qui ont un regard particulièrement éveillé et qui sont à l'affût de toutes les informations et qui du coup rentrent dans les interactions précoces très précocement. Ils sont avides de communication. Souvent le pédiatre à la maternité dit « Ouh là là, oui, ça promet » dans le regard de l'enfant. Un point qui est quand même commun, c'est l'acquisition rapide d'un langage oral très précoce. Donc des enfants qui font déjà des phrases plutôt élaborées déjà à 18 mois, alors qu'à 18 mois, normalement, on fait papa-pati. C'est déjà pas mal. Certains enfants précoces font déjà des phrases avec sujet, verbe, complément. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas le cas de tous les enfants précoces, parce que les enfants précoces, comme les autres, ont le droit d'avoir des troubles développementaux et un trouble du langage oral qui va retarder la mise en place du langage. Pour autant, ils sont quand même au potentiel.
Et puis, ce sont des enfants qui ont un attrait très précoce pour la lecture. J'ai des petits patients qui, en petite section de maternelle, commencent à lire. Et c'est pas parce que la maman les fait lire, c'est parce que eux déchiffrent. Donc, c'est la réalité d'enfants potentiels. On peut avoir une motricité en avance, mais pas toujours. Le très commun au potentiel, c'est plutôt d'avoir un graphisme un peu fragile. Donc, là, on modère. Par contre, une grande mémoire sensorielle, c'est des enfants qui sont capables de vous parler 10 ans après d'une image ou d'une situation qu'ils ont vue, ou d'odeur, ou de bruit. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que quand cette sensorialité-là est négative, ça peut véritablement créer des stress post-traumatiques. Il suffit d'une image, parfois, chez un enfant potentiel. Des enfants qui ont un humour développé, mais différent de la moyenne, et qui souvent ne sont pas compris. Elle est nulle ta blague. Alors, le haut potentiel trouve les blagues des autres nulles. Je ne vous raconte pas les blagues de Toto et les blagues Carambar. C'est nul. C'est la vision, c'est la perception de l'enfant potentiel, et ces blagues à lui ne sont pas comprises. Et en fait, ce qu'on remarque, et là aussi, je n'ai pas d'études scientifiques là-dessus, mais en tout cas, c'est un trait commun au potentiel, il y a souvent des difficultés pragmatiques. Les difficultés pragmatiques, les difficultés avec l'implicite, c'est quelque chose de très compliqué à vivre pour le haut potentiel. Et pourquoi ? Parce que parfois, dans une conversation courante, ils ne comprennent pas ce qui s'est dit. Si c'est du second degré, si c'est vraiment de l'implicite, j'arrête pris. Voilà. Et où est-ce qu'on le voit ? On peut le voir dans les conversations courantes, mais on le voit aussi beaucoup quand ils regardent des films. Et il ne faut pas hésiter à demander à un enfant au potentiel s'il a compris la situation qui se déroulait sous ses yeux. Parce que parfois, ils hésitent à dire « j'ai rien compris ». Voilà, parce que c'est quand même leur quotidien et c'est très fréquent. Donc, je sais qu'il y a des orthophonistes dans la salle. Moi, je demande beaucoup une évaluation de la pragmatique de ces enfants-là, parce que souvent, ils ont un très bon niveau de langage avec un vocabulaire explosif, mais ils ne savent pas le manipuler dans le second degré. Ensuite, ce sont des enfants, c'est ce qui définit le profil du haut potentiel finalement, qui ont une réflexion très rapide et très efficace. Donc finalement, le haut potentiel semble être plutôt une différence quantitative, c'est-à-dire quantité d'informations traitées en même temps, plutôt que qualitative, c'est-à-dire la façon d'envoyer les informations dans le cerveau. Donc, ce sont des enfants qui ont des grandes capacités de mémorisation, des capacités d'abstraction et de synthèse, c'est-à-dire qu'ils font des déductions très rapides, et une grande créativité. Et ça, ces éléments-là, ce n'est pas ceux qu'on mobilise pendant les apprentissages scolaires. Par contre, à l'âge adulte, c'est extrêmement intéressant, parce que d'un point de vue professionnel, l'enfant, qui devient un adulte, va pouvoir développer ses compétences et les apporter à l'entreprise, les apporter à la société. Certains pays l'ont compris, par exemple en Israël, il y a maintenant des commissions qui sont en cours de réflexion sur l'utilisation, entre guillemets, des profils d'adultes haut potentiel pour développer l'économie. Et c'est une richesse, quel que soit le domaine. On n'est pas, je ne suis pas en train de parler de chercheurs en mathématiques, hein. Je suis en train de parler de la vraie vie professionnelle de la société. Parce que la société, c'est pas que l'intello. La société, c'est aussi développer des compétences dans les différents domaines qui permettent d'évoluer. Voilà. Ça me tient à cœur, donc c'est pour ça que j'insiste un petit peu là-dessus. Donc, ce sont des enfants qui ont des questions existentielles précoces, donc, qui vont vous parler de la vie et de la mort à 3 ans. Voilà. C'est pas toujours facile de répondre à leurs questions, et ce sont de vraies questions qui génèrent une anxiété. Donc il faut, pas facile en tant que parent de réussir à s'adapter soi-même à ce type de questions quand soi-même on n'a pas géré ou digéré ces questions-là. Ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin de maîtriser. Ça c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup chez les hauts potentiels. Et puis alors tout ce qui est routinier, les tâches simples, ça ne les intéresse pas. Voilà. Fais ton lit. Bon, pourquoi ? Brosse-toi les dents. Je vois pas pourquoi. Donc ça, c'est sur le quotidien. À l'école, pose l'opération. Alors, je vois pas pourquoi, j'ai déjà le résultat.
Ah si, parce qu'à l'école, on doit poser l'opération. Ben ouais, mais je ne vois pas à quoi ça sert. Ce qui est compliqué pour eux, en fait, c'est vraiment l'application des recettes dans un mode de fonctionnement, dans un moule. Voilà. Résolution du problème, quand il faut démontrer, faire une démonstration, que je me dépêche, du problème, l'enfant, lui, il a déjà la solution. Donc quand on lui dit tu dois démontrer en utilisant telle et telle technique, il me dit ça sert à rien. Voilà. Donc, comme il faut que j'accélère, je vais aller rapidement là-dessus, quand même des particularités sensorielles qui sont aussi décriées. Les enfants au potentiel ont souvent un rapport très particulier aux vêtements. Ils ne supportent pas les étiquettes, ils ne supportent pas certains vêtements, certaines chaussures. La dysoralité, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment chez les enfants au potentiel. Donc des enfants qui ont des troubles de la perception de l'aliment, mais dès tout petits. Ce n'est pas de l'anorexie du nourrisson, ce n'est pas du caprice, c'est une vraie dysoralité, ça se travaille, ça se rééduque en orthophonie. Très rapidement, l'exacerbation des émotions. On ne sait pas pourquoi, d'un moment à l'autre, l'enfant va exploser sous l'effet d'une émotion qui nous paraît vraiment modérée, mais qui chez lui a pris une grande ampleur, et bien il va exploser. Voilà. Pourquoi ? Parce que dans son cerveau, probablement, il a fait des liens, il a accédé à un raisonnement qui a été anxiogène à ce moment-là, et puis c'est sorti. Je vais passer sur les émotions parce qu'il faut quand même que j'avance sur les profils développementaux. Toutes ces particularités du haut potentiel, elles varient dans la vie de l'enfant en fonction de son environnement familial, en fonction de son environnement scolaire, mais aussi s'il existe d'autres troubles associés, des troubles associés, puisque le haut potentiel n'est pas un trouble. Donc, quels sont les profils cliniques que nous, on décrit, nous, médicalement, chez les hauts potentiels ? Donc, si on regarde les résultats du bilan psychométrique, qui reste quand même l'élément factuel à notre disposition, on décrit le profil homogène et le profil hétérogène. Le profil homogène, c'est un enfant qui, globalement, se situe toujours aux alentours de 130, donc ça peut être 125 quand même, et ça peut être 132, ça peut être 159 aussi. Mais globalement, tous les indices du WISC sont dans ces eaux-là et il n'y a pas d'écart supérieur à 15 points entre ces indices. Le profil hétérogène, c'est quand les écarts sont supérieurs à 15 points. Donc, souvent les psychologues disent on ne peut pas calculer de QI total. Ça tombe bien parce qu'on n'en a pas besoin. Ensuite, en fonction de la clinique, non, c'est un chiffre trop limité, le QI total. On ne peut pas juger du développement de l'enfant. En fonction de la clinique, Jean-Charles Terracci a décrit déjà en 1979 des profils de discordance en fait, entre les compétences cognitives et d'autres compétences. Donc ça c'est la réalité de l'enfant en fait. On a la dysynchronie, donc il appelait la dysynchronie. Donc la dysynchronie interne, c'est quand le niveau cognitif est très élevé et la graphomotricité en particulier extrêmement fragile ou dans les normes. Et l'autre profil, c'est le cognitif très développé avec un affectif juste dans la moyenne, voire un peu immature. Donc, ça arrive assez fréquemment, où on nous dise cet enfant il n'est pas au potentiel, regardez comme il est immature. C'est son fonctionnement. Voilà. Il est hétérogène, il est dysynchrone. Et puis on a chez certains enfants une hétérogénéité plutôt dans les interactions sociales. Rapidement, Olivier Revol, je vous disais tout à l'heure, qui est d'équipe de Lyon, neuropsychiatre spécialisé dans le potentiel et TDAH, a fait énormément d'études sur les enfants potentiels, et on sait que chez les enfants hétérogènes, on mobilise surtout l'hémisphère gauche, qui est l'hémisphère du langage. Donc ces enfants, pour se stabiliser, qui finalement sont obligés de raisonner verbalement. Ils se parlent beaucoup, c'est anxiogène, et ça prend la tête. Voilà, ils le disent. L'hémisphère droit, lui, le profil homogène, lui, mobilise beaucoup plus l'hémisphère droit et utilise ces deux hémisphères en même temps. C'est pas pour autant qu'il n'est pas anxieux. Donc comment se manifeste le haut potentiel homogène ?
Parfois, ils ne se voient pas. Certains hauts potentiels homogènes ne sont diagnostiqués qu'à l'âge adulte parce qu'on a diagnostiqué leurs enfants. Et c'est le cas aussi pour les hauts potentiels hétérogènes. Ce sont des enfants qui peuvent avoir un profil, un cursus scolaire sans aucune difficulté, qui vont plutôt passer pour des très bons élèves, qui apprennent très vite et qui n'ont pas besoin de la répétition. Ils peuvent quand même s'ennuyer en classe. Ils sont beaucoup dans l'empathie vis-à-vis des autres, donc ils peuvent s'oublier aussi un petit peu, et ce qui peut générer des troubles psychiatriques chez ces enfants-là. Ce sont souvent des enfants qui ne sont pas repérés, mais après tout, s'ils vont bien, c'est pas très grave. Par contre, le haut potentiel hétérogène, ça c'est beaucoup plus compliqué. La difficulté diagnostique vient du fait que le haut potentiel masque les troubles, donc ce sont des enfants qui compensent depuis des années, et souvent qu'on diagnostique tardivement parce que ça se manifeste vraiment de façon flagrante à un moment où il y a une accélération des demandes scolaires et où ça dépasse leurs compétences spontanées. Et comme ils n'ont pas appris à travailler de manière scolaire, ils sont dépassés. Voilà. Et on a de véritables situations dramatiques de souffrance. On parle de phobie scolaire, peut-être de burn-out, je ne sais pas. En tout cas, il y a des vraies situations psychiatriquement complexes. Voilà. Quels sont les troubles qu'ils peuvent avoir? Tous les troubles de la population générale. Donc, je vous disais tout à l'heure, un haut potentiel qui a un trouble du langage oral, ce qu'on appelle la dysphasie, va avoir du mal à développer son langage oral. Ils peuvent avoir tous les troubles qui sont connus actuellement d'un point de vue neurodéveloppemental. Voilà. Et également des troubles psychiatriques. Et un petit point important, le trouble du spectre autistique est aussi fréquent. Alors, je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais on a autant le droit de présenter un trouble du spectre autistique en étant haut potentiel qu'en étant normotypique. Et le DSM-5, la nouvelle classification internationale, nous permet maintenant d'associer le trouble du spectre autistique avec d'autres représentations développementales. Ça, c'est important parce que jusqu'à pas longtemps, on nous disait « bah non, il est autiste, il ne peut pas être haut potentiel ». Ou alors « bah non, il est haut potentiel, il ne peut pas être autiste ». Puis ces associations-là, on nous les a faites avec tous les troubles développementaux. Donc maintenant, on peut poser des co-diagnostics. C'est le même cerveau, donc je ne vois pas pourquoi on pourrait. Voilà. Quel est le retentissement pour l'enfant hétérogène? Souvent, ça se manifeste par de la lenteur. Donc, un enfant qui est lent en classe ne le fait pas exprès. La lenteur dans le développement, c'est un signe de compensation. C'est qu'il est en train de compenser quelque chose. Donc, soit c'est son fonctionnement et il essaie de se gérer, soit c'est un trouble graphique, soit c'est un trouble du langage, soit c'est la lecture qui ne s'est pas mise en place. En tout cas, il compense. Avec un retentissement massif sur l'estime de soi, sur la confiance. Ce sont rarement des enfants qui disent « ouais, je suis plus fort, je suis plus beau ». En général, c'est plutôt l'inverse. De grosses difficultés anxieuses, et sont du coup des enfants qui sont très ouverts aux techniques de relaxation, quelles qu'elles soient, on va en parler cet après-midi. Et les troubles du sommeil, c'est pas des choses qu'on voit beaucoup chez ces enfants. Voilà. Avec bien évidemment un retentissement scolaire, mais là je ne vais pas aborder le sujet. Je laisse M. Bautier s'en charger. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire du haut potentiel? Vous avez bien compris que ce n'est pas un trouble. Néanmoins, il faut considérer que c'est une forme atypique de développement. C'est mal connu, voire non reconnu. Et ça, c'est particulièrement français. Quand on lit, quand on fait une revue de la littérature, les anglo-saxons sont très à l'écoute, mais on n'a pas besoin d'aller au Canada, autour de nous, dans les frontières. Il se passe beaucoup de choses desquelles on devrait apprendre. Voilà. Ça peut être source de difficultés masquées, mais c'est quand même une richesse. Il faut vraiment considérer ça comme une richesse pour l'enfant, pour son environnement. Moi, je dirais que pour le monde scolaire, ce serait une richesse de savoir utiliser ces enfants-là pour faire avancer un groupe classe qui leur permettrait, eux, de se sentir mieux et intégrés dans
dans leur système scolaire, puisque de toute façon, on ne va pas modifier le système scolaire pour les hauts potentiels, mais il y a peut-être des choses à travailler dans ce sens-là. Et puis, en tout cas, il faut les reconnaître parce que c'est quand même l'avenir de la société. Voilà. Je vous remercie.